Le pigeon n'est sans doute pas le meilleur ami de l'homme. Depuis qu'il pullule dans nos grandes villes modernes, il s'est même attiré de nombreuses inimitiés. Un revirement spectaculaire, car nos ancêtres, eux, le portaient au nu. Ils en ont fait le premier oiseau domestique. Ils se sont délectés de sa chair et lui ont confié des messages de première importance. Ils ont exploité ses facultés naturelles, modifié son apparence, si bien que les pigeons d'élevage ont parfois pris des formes aussi absurdes que variées. Mais à l'état naturel aussi, les colombidés se distinguent par leur étonnante diversité. Émissaires des dieux, esprits sacrés ou symboles de la paix, les pigeons ont toujours occupé une place à part dans la plupart des civilisations. Ils ont aussi été utilisés en temps de guerre, à des fins de renseignement. Mais comment le pigeon a-t-il acquis une place aussi importante dans nos civilisations? Pourquoi nous semble-t-il aussi familier? Et quelle est son histoire? Le pigeon des villes descend du pigeon bisé. Cette espèce vivait initialement dans les grottes et les failles qui jalonnent les falaises méditerranéennes. Autrefois, elle était très présente sur les côtes rocheuses d'Afrique du Nord et d'Europe, jusqu'aux îles britanniques. De nos jours, on ne la trouve plus que dans quelques endroits reculés, en Sardaigne. C'est l'ancêtre sauvage des pigeons que nous côtoyons tous les jours, sur les places des villes et dans les colombiers. Il y a 7000 ans, le pigeon bisé s'est trouvé au contact de l'humanité et a été domestiqué très tôt, avant même les poules et les oies. Très vite, l'homme s'est régalé de sa chair délicate et lui a découvert d'autres qualités. Ainsi, les pharaons d'Égypte correspondaient déjà par pigeons voyageurs. Sur la côte sarde, ces pigeons des rochers ont gardé leur forme sauvage d'origine. Ils ont d'ailleurs une particularité commune à tous les colombidés. Ils sont monogames et se restent fidèles toute la vie. Le plumage varie très peu d'un sexe à l'autre. Le mâle se trahit seulement par sa carrure un peu plus imposante. Il sautille autour de sa compagne et l'incite à rejoindre le nid. Les pigeons bisés installent leur nid dans les anfractuosités, à l'abri des prédateurs. Ces gestes n'ont rien de romantique. En mimant une transmission symbolique de nourriture, le mâle fait simplement savoir qu'il peut nourrir une famille. Visiblement, la proposition est convaincante. Les rôles s'inversent ensuite. Chez les pigeons, l'égalité des sexes est la règle. Certains oiseaux aiment bâtir des nids douillés sur des promontoires inaccessibles. Mais pour les pigeons, la pierre nue fait très bien l'affaire, dès lors qu'elle est agrémentée de quelques brindilles. La ponte d'un œuf demande beaucoup d'énergie.
Les femelles pondent systématiquement 2 œufs en l'espace de 48 heures. Mais elles ne commencent à couver que lorsque la ponte est au complet, afin que les oisillons éclosent en même temps. Quand les nids sont très éloignés des zones de ravitaillement, il est indispensable d'avoir un bon sens de l'orientation. Les pigeons bisés parcourent de longues distances pour trouver de quoi manger et atteignent parfois 160 km/h. Le soleil est à peine levé quand les oiseaux s'élancent en large formation. Ils volent bas afin de ne pas attirer l'attention des rapaces. C'est lors de ces vols de reconnaissance que les pigeons ont commencé à côtoyer les civilisations humaines dans l'Antiquité. Les champs de céréales des premiers paysans ont dû leur apparaître comme une aubaine. Plus tard, quand les premières sociétés évoluées ont commencé à ériger des constructions vertigineuses, les pigeons ont accompli un pas décisif en s'installant dans les temples, les maisons et les pyramides. Les édifices monumentaux des Babyloniens, des Sumériens et des Égyptiens étaient un lieu de ponte au moins aussi confortable que les côtes rocheuses. Mais surtout, il y avait une grande quantité de nourriture facilement accessible. Cette démarche purement intéressée, les hommes l'ont interprétée à leur façon. Voyant ces volatiles investir les temples, ils les ont pris pour des animaux sacrés, des émissaires divins ayant des rapports privilégiés avec le monde céleste. Les pigeons se sont alors vus attribuer un rôle d'intermédiaire ou de messager dans différentes croyances. En témoigne une légende commune à de nombreuses civilisations antiques, celle du déluge. Après de longs jours d'errance, Noé envoie depuis son arche une colombe en éclaireur. Elle revient, portant un rameau d'olivier dans son bec, annonçant ainsi que les eaux commencent à baisser. Depuis, les colombidés restent des passeurs de messages et symbolisent la compréhension et la paix. Pourtant, ils n'ont pas toujours été au service de la paix. Même après l'invention du télégraphe, du téléphone et de la radio, les pigeons ont continué à être employés pour acheminer des messages, en raison de leur sens de l'orientation infaillible. Ces recrues d'un genre un peu particulier étaient parfois équipés d'un appareil photo et devenaient alors de vrais éclaireurs. Parmi ces pigeons voyageurs militaires, beaucoup ont été décorés. Des monuments leur sont même dédiés. S'ils ne sont pas à proprement parler des patriotes, les colombidés sont très attachés à leur foyer et s'efforcent toujours de le regagner, quel que soit leur point de départ et la distance qui les sépare de leur nid. Et ils y parviennent grâce à leur sens extrêmement développé. Ils sont en effet sensibles à la lumière polarisée et perçoivent les ultrasons. Ils savent aussi interpréter les reliefs du paysage et la position du soleil, car pour eux,
le nid est le centre du monde. Chaque pré, chaque lac, chaque colline n'a qu'une fonction, les aider à retrouver le chemin du retour. Pour s'orienter en terrain inconnu, les pigeons disposent d'une boussole biologique incorporée. Le bord inférieur de leur bec est garni de minuscules particules de fer qui leur permettent de détecter la position du champ magnétique terrestre. C'est ainsi qu'ils déterminent la direction à prendre. Cette boussole est extrêmement précise. Sauf lorsqu'un orage, un séisme ou une éclipse du Soleil vient perturber le champ magnétique de notre planète. Il arrive alors que les oiseaux se perdent. Autrefois, les pigeons voyageurs jouaient un rôle déterminant dans les batailles. Aujourd'hui, ils ne brillent plus que dans des compétitions sportives. C'est en Espagne qu'a lieu chaque année le plus grand concours de colombophilie. Dans ces cages, près de 30 000 pigeons attendent le signal du départ. Venus de toute l'Europe, ils ont passé plusieurs journées dans des wagons sans lumière pendant leur acheminement vers Barcelone. Ils n'ont qu'une seule envie, regagner leur nid à tire d'aile pour aller rejoindre leurs partenaires ou leurs petits, desquels ils ont été séparés avant d'embarquer. Les pigeons sont faits pour le vol. Près de la moitié de leur masse musculaire est au service de leurs déplacements aériens et quelques 10 000 plumes les protègent des caprices de la météo. Dans le cadre de cette compétition, les plus rapides parcourent plus de 1000 km en une seule journée. Si les conditions sont bonnes, leur vitesse de croisière peut dépasser 100 km/h. Mais si le temps se gâte, ces oiseaux de compétition peuvent être victimes des rêves de gloire de leurs propriétaires. N'ayant jamais appris à se débrouiller seuls, ils risquent de mourir de faim ou de soif, ou de faire de mauvaises rencontres. L'autour des palombes sait qu'il doit saisir sa chance. S'il ne parvient pas à attraper sa proie dès maintenant, il devra la laisser filer, car il n'est pas à son aise dans ce genre de poursuite effrénée. Voilà un concurrent hors compétition. Si les participants s'envolent tous de Barcelone, chacun fait route vers une destination différente, vers son propre colombier. Pour désigner le vainqueur, il faut connaître la distance précise séparant le point de départ du point d'arrivée, ainsi que le temps mis par le pigeon. Celui-ci vient d'effectuer un vol au long cours de 1000 km. Au début du 19e siècle, une telle performance aurait paru inimaginable. Les pigeons voyageurs s'affrontaient alors sur des distances de 20 ou 30 km seulement. Chaque oiseau porte à la patte une bague spéciale qui doit être ôtée dès son arrivée. Elle est immédiatement introduite dans un constateur, une sorte d'horloge plombée qui enregistre l'heure exacte et officielle d'arrivée. Un bon pigeon voyageur peut valoir jusqu'à 50 000 €. C'est le fruit de plusieurs années d'élevage spécialisé. Les pigeons ne répondant pas aux exigences de performance de leurs propriétaires sont tués, sans autre forme de procès. Et même les champions finissent étranglés, passé un certain âge.
S'il existe de grandes différences de physionomie et d'endurance entre les colombidés, c'est parce qu'ils se reproduisent très rapidement. Les oisillons éclosent après 18 jours de couve seulement. À leur naissance, ils sont munis d'un diamant, une pièce très dure à l'extrémité de leur bec qui leur sert à casser leur coquille. Lorsqu'ils viennent au monde, ils sont aveugles et ne possèdent qu'un fin duvet. Leurs parents continuent donc à leur tenir chaud. La mère s'occupe d'eux pendant la nuit et le père prend le relais en journée. Ce partage des tâches est important. Pendant que l'un des parents reste au nid, l'autre part en quête de nourriture. Bien souvent, les pigeons adultes ne regagnent leur forteresse rocheuse qu'après plusieurs heures d'absence. Et il s'agit d'être bien rassasiés, car s'occuper de jeunes pigeons n'est pas de tourpeau. Les oisillons doivent gagner rapidement en masse corporelle. Ils grandissent très vite, surtout pendant les 3 premiers jours de leur existence. Leur poids double quotidiennement. Rien de tout cela ne serait possible sans les efforts conjoints des parents. En véritables partenaires, ils réchauffent et nourrissent leurs petits à tour de rôle. Au bout de 5 jours, les oisillons ouvrent les yeux pour la première fois et commencent à se couvrir de fines plumes. Seule une alimentation riche en protéines leur permet de croître aussi rapidement. Pour de nombreuses espèces d'oiseaux, les insectes et les vers de terre constituent la source principale de protéines. Mais les pigeons produisent eux-mêmes une substance qui s'apparente au lait maternel des mammifères. Les petits viennent chercher cette sécrétion appelée lait de jabot directement dans le bec de leur géniteur. Les 2 parents peuvent en produire si bien que les pigeons mâles allaitent eux aussi leurs petits. Pour les oisillons qui viennent de naître, le lait de jabot est un concentré d'énergie idéal. Au bout d'une semaine, ils commencent à ingérer des céréales en complément. Et à 15 jours, ils mangent la même chose que leurs parents. Les pigeonneaux ne se contentent pas d'ouvrir leur bec avec voracité. Ils vont chercher activement la bouillie nourrissante dans le bec de leurs parents. Cette démarche demande un effort physique et contribue à muscler leurs ailes. À 3 semaines, leur plumage est complet. Les pigeonneaux seront très vite autonomes. À 4 semaines seulement, ils feront leur première tentative d'envol. Ce cycle de reproduction rapide, les hommes ont su très tôt l'exploiter à leur avantage. À l'origine, ils élevaient les pigeons avant tout pour les consommer. En Cappadoce, une région de la Turquie, d'immenses pigeonniers creusés dans la roche témoignent encore de cet âge d'or de la colombiculture. Même si les pigeons ont aujourd'hui pratiquement déserté ces véritables palais. Dans l'Antiquité déjà, le guano de pigeon était un engrais très prisé. Plus tard,
il a été utilisé à d'autres fins, pour fabriquer de la poudre à canon et même en guise de levain pour le pain. En Europe, si quelques grands pigeonniers restent en service, c'est surtout par tradition. En revanche, certains pays, comme la Hongrie ou les États-Unis, ont conservé des élevages à des fins commerciales. Au temps de la Vienne impériale, les pigeons étaient également très appréciés. La volière du château de Schönbrunn est encore en service aujourd'hui, mais dans un but purement scientifique. On y étudie comment se transmettent, d'une génération à l'autre, les couleurs très variées des volatiles. Car l'homme a volontiers joué aux apprentis sorciers avec les pigeons. Les métamorphoses ne se limitent d'ailleurs pas aux teintes ou au plumage. Les pigeons rouleurs, par exemple, sont élevés pour accomplir des performances acrobatiques. En sélectionnant et en croisant certaines caractéristiques physiques des colombidés, les éleveurs ont produit des espèces plus étonnantes les unes que les autres. Lâchés dans la nature, beaucoup de ces êtres étranges seraient incapables de survivre. Certains sont dotés de becs aux formes extravagantes, pas très pratiques pour nourrir les oisillons. Les oiseaux munis de plumes exubérantes aux pattes ont du mal à se déplacer. Plus grave, ils risquent de piétiner leurs propres œufs. Quant à ceux qui se retrouvent affublés de protubérances nasales de ce genre, ils peuvent à peine voir devant eux. Au total, ces transformations biologiques ont produit plus de 1200 variétés de colombidés. L'élevage de pigeons, c'est donc un peu l'évolution des espèces à petite échelle. D'ailleurs, Charles Darwin, père de la théorie de l'évolution, s'étonnait déjà que ces êtres fabuleux soient tous des descendants des pigeons sauvages, à l'allure plutôt insignifiante. Chaque année, à la mi-décembre, Nuremberg accueille la plus grande exposition de colombidés au monde. Elle réunit 45 000 volatiles et leurs heureux propriétaires. Des juges sont chargés de noter les animaux à partir d'un catalogue très strict de normes d'élevage. Tout est réglementé. L'angle de la courbure du bec, la trame des plumes de la queue, l'implantation des plumes des cuisses ou encore l'exubérance du plastron. Sur les millions de pigeons d'élevage qui voient le jour chaque année, beaucoup sont infirmes en raison des exigences esthétiques de leurs propriétaires. Mais la colombiculture est aussi une loterie génétique aux résultats incertains. Dès qu'un spécimen présente des rectrices supérieures mal disposées ou des tremblements du cou indésirables, il perd tout intérêt pour son éleveur. Des millions de pigeons sont ainsi tués chaque année, simplement parce qu'ils ne répondent pas aux critères parfois délirants fixés par leurs propriétaires. Si les pigeons d'élevage affichent fièrement frisettes, jabots démesurés et plumes aux pattes, leurs cousins à l'état sauvage ne sont pas en reste. On trouve plus de 300 espèces de colombidés
répartis sur 5 continents. Les plus grands spécimens vivent dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Les pigeons couronnés, comme ce goura de Victoria, peuvent peser jusqu'à 2,5 kg. Avec une hauteur de près de 80 cm, ils sont aussi imposants qu'une dinde. En Nouvelle-Guinée, ces oiseaux ont peu de prédateurs. Ils peuvent donc se permettre d'élever une progéniture moins nombreuse et de ne pondre qu'un œuf à la fois, ce qui est très rare chez les colombidés. Par ailleurs, ils bénéficient d'une longévité exceptionnelle qui peut atteindre 45 ans. Dans cette jungle luxuriante, les plus gros pigeons du monde mènent une vraie vie de cocagne. À l'inverse, c'est dans un milieu plutôt hostile que l'on trouve les plus petits représentants de l'espèce. La Géopélie diamant réside dans le bush, la brousse australienne, et elle raffole de cet environnement sec et chaud. Mais elle en paie aussi le prix. Elle a beau être à peine aussi grosse qu'un moineau, elle doit déménager régulièrement et parcourir de longues distances pour trouver de quoi boire et se nourrir. Elle n'a donc pas le temps de bâtir des nids sophistiqués. À l'heure où les autres habitants des lieux se reposent, la Géopélie diamant, elle, aime profiter du soleil de midi. Mais très vite, elle doit repartir à la recherche d'eau et de nourriture. Son lointain cousin, le Nicobar à camaï, a lui aussi un mode de vie nomade. On le rencontre dans les archipels du sud-est asiatique. Il arrive même parfois que le nid et la zone de ravitaillement se trouvent sur des îles différentes, très éloignées l'une de l'autre. Ces oiseaux splendides ont une façon bien à eux de s'occuper de leurs petits. Par comparaison avec les autres pigeons, par exemple, ils couvent très longtemps. Les oisillons ont besoin de 3 mois complets pour éclore. On retrouve pourtant chez eux la plupart des caractéristiques des colombidés. En apparence, les mâles et les femelles sont pratiquement identiques. Une telle ressemblance serait sans doute très déroutante aux yeux de ce mâle bigarré, le ptilope superbe. Il est habitué à reconnaître sa femelle à son plumage vert uni. Les ptilopes superbes ont peu de points communs avec les autres colombidés. Au lieu de se nourrir de graines, de noix, de bourgeons et d'insectes, ils consomment des fruits. Ce régime alimentaire a des conséquences écologiques, car il n'absorbe que la chair des fruits. Les noyaux, indigestes, se retrouvent donc éparpillés dans la nature. Les ptilopes superbes sont les jardiniers de la jungle. Bien loin des tropiques, le pigeon des neiges a lui aussi su s'adapter à son environnement. Il vit dans les rochers de l'Himalaya. Pour s'alimenter, il parcourt chaque jour des dénivelés pouvant atteindre 2000 mètres. Son mode de vie rappelle celui d'un de ses proches parents, le pigeon bisé. Les colombidés se sont même implantés dans le désert de Sonora en Arizona, à l'endroit le plus inhospitalier qui soit. C'est entre les épines de ce cactus cholla à feuilles cylindriques, sous un soleil brûlant, qu'une tourterelle triste a élu domicile.
Ces petits viennent d'éclore. C'est le moment qu'attendait la buse de Harris. Mais les épines du cactus forment une barrière redoutable et le rapace doit rebrousser chemin. Un emplacement rêvé pour un nid. Mais rien ne vaut la proximité des hommes. En Australie, dans les parcs et jardins publics, la colombe lophote est partout. À l'origine, elle vivait loin des villes, en forêt. Mais le pays a subi une déforestation à grande échelle et les colombes lophotes ont été délogées. Elles ont toutefois su s'adapter à leur nouvel habitat urbain, qui présente plusieurs avantages. Ici, la nourriture est bien plus abondante que dans la nature. En outre, leurs prédateurs s'aventurent rarement dans les parcs urbains. En Europe, les descendants des pigeons bisés ont également gagné les villes. Et contre toute attente, ils y ont trouvé un environnement propice à leur épanouissement. Loin des falaises, ils nichent désormais sous les frontons et les corniches et se nourrissent de nos déchets alimentaires. Il suffit de jeter un coup d'œil aux monuments et immeubles historiques de nos villes pour constater que les pigeons prospèrent dans ce biotope urbain. On les suit d'ailleurs à la trace. Mais ceux qui défigurent le paysage urbain sont sévèrement punis. Les pigeons sont souvent abattus ou empoisonnés au cyanure. Il existe cependant des méthodes moins radicales pour lutter contre leur prolifération. On peut par exemple remplacer leurs œufs par des leurres. Les oiseaux sont ainsi occupés un certain temps et cessent momentanément de se reproduire. Une sorte de contrôle des naissances. Une autre solution consiste à compliquer l'accès aux lieux de nidification. Ces piquants en acier, par exemple, sont censés éloigner les pigeons des corniches et des balustrades. Le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Pour les écarter efficacement, il faut déployer des moyens plus importants. Un filet à mailles serrées. Cela évite que les oiseaux s'approchent du clocher et y installent leur nid. En réalité, il serait plus judicieux de concevoir en amont des bâtiments munis de dispositifs anti-pigeons, au lieu de poser filets et barbelés a posteriori. S'il est vrai que les pigeons enlaidissent le paysage urbain, leur déjection ne présente pas un réel danger. Elles n'ont que peu d'impact sur la santé humaine. Contrairement aux rats, les pigeons n'ont à ce jour jamais diffusé d'épidémie. Dans la plupart des villes, il est expressément interdit de nourrir les pigeons, mais rien n'arrête les amis des animaux.
Heureusement pour eux, les pigeons des villes ne dépendent pas entièrement de la charité des citadins. Ils savent se procurer eux-mêmes leur pitance. Dans la grisaille, quelques individus détonnent. Des héritiers de pigeons voyageurs ou de pigeons d'élevage arrivaient là par hasard, plus colorés que les autres. Ce mode de vie urbain fait aussi des victimes parmi les oiseaux, qui risquent sans cesse de s'empêtrer dans un câble ou un filet, d'être écrasés par une voiture ou d'avaler un aliment toxique. Un observateur attentif guette le moindre de leurs faits et gestes. Les pigeons constituent l'essentiel du menu de ce faucon. Ils s'attaquent à eux même s'ils sont en bonne santé. Le prédateur agit souvent avec un complice auquel il remet son butin en plein vol. Toutefois, le plus grand ennemi des pigeons, ce n'est pas le faucon, mais l'homme. Malgré les poisons anti-pigeons et les règlements municipaux, ils parviennent toutefois à maintenir leur population à un niveau stable, voire à l'accroître. Leurs ancêtres, les pigeons bisés, ont connu un sort moins enviable. Ils n'ont réussi à subsister que sur quelques côtes rocheuses bien abritées. Mais même ici, ils risquent peu à peu de perdre leur singularité au fil des croisements avec des pigeons d'élevage égarés. Les pigeons migrateurs ont été plus durement touchés encore. Jusqu'au XVIIIe siècle, ils étaient encore environ 5 milliards en Amérique du Nord. C'est alors qu'ils ont été déclarés nuisibles pour les récoltes, ce qui a provoqué une campagne d'extermination sans pareille. Aujourd'hui, on ne les trouve plus qu'empaillés dans les musées. De ce pigeon géant, nous n'avons plus que des reconstitutions. Il y a 4 siècles encore, le dodo peuplait l'île Maurice. À l'arrivée des Européens, il a été éradiqué en quelques dizaines d'années, avant de devenir un animal mythique. Des chercheurs s'efforcent aujourd'hui d'isoler l'ADN du dodo à partir d'ossements. Si l'entreprise réussit, ce qui n'est pas acquis, on pourrait alors théoriquement faire revivre le volatile en le clonant. Fort heureusement, l'homme sait parfois se montrer moins radical. Ainsi, il y a quelques années, les pigeons roses de l'île Maurice ont bien failli s'éteindre. Mais un programme d'élevage du zoo de Jersey les a sauvés d'une disparition définitive.
Mais ce n'est pas encore ce que l'on appelle une population stable. Chaque nid, chaque oiseau étudie à la loupe, et les chercheurs consignent tous les renseignements sur le développement de tel ou tel individu. Chaque petit pigeon rose de l'île Maurice est infiniment précieux, car il est l'un des derniers représentants de son espèce. C'est pourquoi il est aussi mesuré et pesé avec soin. Les biologistes touchent au but. S'ils réussissent à réimplanter durablement quelques 500 spécimens, les pigeons roses pourront alors continuer à se multiplier par eux-mêmes. Leurs lointains parents de Venise n'ont pas les mêmes préoccupations. Officiellement, Vienne est la ville d'Europe qui compte le plus grand nombre de pigeons, 250 000 environ. Mais ceux de Venise sont sans aucun doute les plus célèbres. Au milieu des monuments historiques de la place Saint-Marc, le règne animal a réussi à s'imposer. Ici, les pigeons sont aussi peu farouches qu'il y a plusieurs millénaires, lorsqu'ils ont commencé à côtoyer l'homme. Au fil des siècles, ils ont été tour à tour idolâtrés, empoisonnés, bannis et révérés. Les pigeons voyageurs ont sauvé des vies. Les pigeons d'élevage ont subi toutes les transformations possibles et imaginables. Dans la nature, ils constituent encore une espèce bariolée et hétéroclite. En ville, ils ont su astucieusement tirer parti de nos modes de vie. Demain, les dernières avancées de la science nous permettront de découvrir un monde fabuleux et largement inconnu, les grands fonds marins.